Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 12 août 2023. Aujourd'hui, on va faire le point sur la semaine qui vient de nous occuper. Alors, semaine qui nous a bien occupés puisqu'on a commencé avec pas mal de showtime sur le secteur bancaire. Vous vous en souvenez, hein, c'était assez spectaculaire. Et puis ensuite, on s'est concentré principalement sur l'inflation. L'inflation et un petit peu l'inflation. Alors, au milieu de tout ça, il y a eu 2-3 chiffres trimestriels plus ou moins important, quelques news à droite à gauche, mais finalement, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on termine la semaine en se demandant vraiment où est-ce que l'on va aller maintenant. Et puis, est-ce que le chiffre de l'inflation aux États-Unis qui est sorti cette semaine va vraiment nous changer la vie pour ces prochains mois? Et est-ce que la décision de la Fed du mois de septembre est déjà prise grâce aux chiffres de jeudi après-midi? Donc si l'on reprend depuis le début, eh bien en début de semaine, on a commencé tout de suite la semaine en fanfare avec un double whammy sur le secteur bancaire puisque l'Italie a décidé de taxer ses banques au-delà d'un certain seuil de revenus par rapport à la hausse des taux. Donc vous vous souvenez, hein, les banques ont monté les taux des crédits dès que les taux ont commencé à remonter, beaucoup moins sur les taux d'épargne, hein, donc du coup vous ne recevez rien en laissant votre argent dans la banque. Par contre de l'autre côté, eh bien eux ils se goinfrent sur les taux de crédit. Résultat, l'Italie a voulu taxer ça, donc ça a mis un gros coup de pression au début de semaine sur le secteur bancaire. Et puis finalement, ils ont fait un méga rétropédalage dont et les politiciens ont le secret parce qu'ils ont le courage, mais un tout petit peu de courage quand même non plus. Il ne faut pas pousser, donc ils sont revenus en arrière. Bref, c'est un truc qu'on peut effacer, oublier, parce que finalement, la loi qu'ils ont voulu passer en Italie ne va rien changer fondamentalement. Les banques vont continuer à encaisser des profits et les soi-disant taxes qui étaient mises en place, eh bien, ça représentera juste que dalle. Résultat, ça n'a pas changé grand-chose dans l'autre, si ce n'est faire créer un petit peu de volatilité sur le secteur bancaire, mais surtout en Italie. Dans la foulée, on a également eu Moody's qui a downgradé le secteur bancaire américain, on va dire massivement, surtout des banques régionales. Et puis derrière, ils ont mis 2-3 grosses banques sous contrôle. Bien sûr, les grands noms de la finance, les Bank of America, les JP Morgan sont saufs. Enfin, eux, on ne remet pas en question leur note obligataire parce que forcément, on ne touche pas aux banques systémiques. Et ce serait méchant et ce serait pas gentil. Du coup, finalement, eh bien, on a eu également un petit coup de pression sur le secteur bancaire aux États-Unis en début de semaine. Ça, c'était vraiment la thématique du moment. Après, on voit, si on regarde un petit peu les marchés sur la semaine, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Les performances étaient en dents de scie, on est allé en haut, on est allé en bas. On ne savait pas trop où on allait finalement. Et puis, on termine la semaine d'ailleurs en sachant toujours pas trop où on va. Tout ce qu'on sait, c'est quand même que la performance sur le Nasdaq, par exemple, est négative. Et c'est la deuxième semaine consécutive où on a une performance négative sur le Nasdaq. Et ça n'est pas arrivé depuis le 1er janvier. Donc, les gens commencent à se poser des questions en se disant oui, mais alors avec la performance qu'on a depuis le début de l'année, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train de se passer quelque part? On va le voir sur les graphiques tout à l'heure et les tendances de fond sont pas vraiment remises en question. Mais ce qu'il faudra quand même retenir, c'est que les moyennes mobiles sont en train de céder à la baisse. La moyenne mobile des 50 jours est en difficulté de manière assez conséquente sur les technos. Donc on est en train de se dire peut-être après les dernières publications plus ou moins rassurantes sur les Magnificent Seven, eh bien les gens sont en train de se dire oui, peut-être qu'il est temps de sortir. On sait aussi, on l'a dit et répété dans les Morning Bull Live et dans les Swiss Bliss régulièrement que le mois d'août n'est statistiquement pas un bon mois pour la finance. Donc du coup, les gens sont en train de se dire bon allez, il reste 15 jours en août, on va réduire les positions. On verra au mois de septembre, sachant qu'au mois de septembre, c'est quand même pas les meilleures périodes. On sait tous que septembre-octobre, c'est les mois des crashs. Donc régulièrement, on se fait des flips sur ce sujet-là, ce qui fait que on peut quand même s'inquiéter un tout petit peu de ces prochaines semaines. C'est en tous les cas ce que le marché montre en fin de semaine. Il y avait un autre sujet très important dans la semaine, c'est la Chine qui continue de ralentir. Alors on a eu pas mal de chiffres en Chine cette semaine, le trade balance, le CPI. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres étaient mauvais. Donc le rebond post-Covid, après la libération du Covid fin de l'année, ce qui nous a toujours motivé pour dire c'est bon cette fois, la Chine ça repart, ça va être génial. Eh bien, ce truc-là, c'est tombé à l'eau pour l'instant, c'est clair et c'est net. La seule chose qui soutient encore la Chine pour l'instant, c'est l'espoir de voir arriver un stimulus global. Il faut se souvenir quand même qu'il y a une dizaine de jours, le gouvernement chinois a lancé un stimulus pour soutenir le marché immobilier qui est en grande difficulté en Chine également. Ça a tenu 2-3 jours et puis cette semaine, eh bien, le marché chinois s'est de nouveau pété la figure, le marché immobilier chinois. Donc il y a aussi une grosse pression de ce côté-là. Donc je vous dis, le seul truc qui tient la Chine pour l'instant,
c'est l'espoir de voir arriver un stimulus surprise de la part de monsieur Xi Jinping. Et puis on termine la semaine avec l'inflation, puisqu'on a eu et bien évidemment les chiffres de l'inflation en Allemagne, et oui, pas aux États-Unis pour une fois. En Allemagne, les États-Unis c'est après, c'est le chapitre suivant, mais en Allemagne on a eu quand même une nouvelle hausse, un nouveau redémarrage à la hausse de l'inflation. L'inflation en Allemagne est à 6,2%. Je peux vous dire, j'y suis, donc ça se ressent assez clairement que c'est pas cadeau certains trucs. Donc il y a un gros retour de l'inflation en Allemagne qui repart à la hausse, un peu à l'image de ce qui s'est passé d'ailleurs jeudi sur les chiffres américains, puisque là aussi on attendait 3,3% d'inflation par rapport à 3% le mois précédent. On est remonté seulement à 3,2%, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut aussi dire que l'inflation redémarre. Et que, alors cette inflation qui redémarre, elle était prévue, elle était attendue, parce qu'on sait qu'il y a des coûts dans les logements, il y a des coûts de pétrole, d'essence qui sont repartis à la hausse. Donc c'était plus ou moins logique. Mais maintenant, on se dit, dans l'esprit et dans ce qui a été publié dans les chiffres de l'inflation aux États-Unis, les gens se disent, oui, de toute façon, maintenant, la Fed n'a pas d'autre choix finalement que de laisser les taux comme ils sont au mois de septembre. Donc on est à 90,5% de probabilité que les taux restent inchangés au mois de septembre. Bien évidemment, entre deux, il y aura une montagne de chiffres économiques qui vont pouvoir nous dire tout et son contraire. Mais ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que pour l'instant, l'inflation reste un problème. Et n'oublions jamais, et c'est là-dessus que le marché va être un petit peu crispé ces prochains temps, c'est que la Fed veut voir l'inflation à 2%, pas à 3,3%, pas à 3,1%, elle veut voir l'inflation à 2%. Et tant qu'on n'est pas là, faut pas s'attendre à avoir un monsieur Powell qui sera super décontracté et qui va se transformer en colombe. Donc forcément, on est un petit peu tendu sur cet aspect-là et c'est là-dessus que se terminait cette semaine. Pour ce qui est de la Suisse, il faudra quand même noter que cette semaine, on a eu le taux de chômage qui restait inchangé à 1,9%, comme quoi ça va bien. Par contre, après, si on regarde un petit peu plus loin dans l'indicateur COF, eh bien, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que dans quelques temps, il pourrait y avoir un ralentissement en Suisse. Alors pour l'instant, la Suisse a été relativement immunisée contre la crise qu'on traverse, puisqu'on regarde les chiffres économiques, on a l'impression qu'on n'a pas vécu la même problématique inflationniste qu'à l'étranger. Mais aujourd'hui, on craint un petit peu qu'il y ait quand même des ralentissements économiques. La hausse des taux induite par la BNS, il y est certainement pour quelque chose, mais ça, on en reparlera plus tard. Néanmoins, quand on regarde de là où on se place, eh bien, on a quand même l'impression que ça va plutôt pas mal. C'est pas l'euphorie, mais ça tient un petit peu mieux qu'ailleurs, pourvu que ça dure. Si l'on regarde la performance des indices pour cette semaine qui vient de se terminer, vous voyez que le Bitcoin est le leader de la semaine avec 1,21% de hausse pour la semaine. Et c'est le seul qui s'en sort bien, puisque le reste, eh bien, on voit que le Nikkei termine en hausse de 0,87%, mais à l'autre bout, eh bien, on a le Philadelphia Semiconductor Index en baisse de 4,99% qui fait très peur. L'indice italien termine en baisse de 1%. Là, au milieu de tout ça, on a la Suisse qui fait une baisse de 0,15%. C'est vous dire combien c'était excitant cette semaine. Le pétrole qui est en hausse, encore une fois, plus 0,27, mais qui a fait des pics en direction des 85 $ quand même. Le Dow Jones qui termine en hausse. On voit aussi là qu'il y a une forme de rotation de secteur puisque certains sortent de la tech pour aller se positionner sur les valeurs beaucoup plus défensives, d'où la performance du Dow Jones. Et puis on notera le CAC 40 qui termine en hausse de 0,34%. Alors c'est pas un exploit en soi, mais si on regarde un petit peu le reste des indices européens comme le MIB ou comme le DAX, on voit que la France a tiré son épingle du jeu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fin de semaine, les Chinois ont annoncé qu'ils allaient réouvrir leurs frontières et augmenter la possibilité pour les Chinois de voyager à l'étranger. Donc comme vous savez, chaque fois qu'on parle de Chinois qui voyagent à l'étranger, on imagine que le premier truc qu'ils vont faire, c'est acheter des sacs à main dans les boîtes de luxe à Paris. Donc du coup, le CAC 40 s'en sortait pas trop mal en fin de semaine. En Suisse, le vainqueur de la semaine, c'est UBS. On en reparlera tout à l'heure. Novartis en deuxième position, on en reparlera tout à l'heure aussi. Et Swisscom en troisième position pour compléter le podium qui rebondit de 1,21% après s'être fait défenestrer la semaine passée lors des résultats. Donc forcément, on appelle ça un rebond technique. Et puis de l'autre côté, le luxe toujours sous pression avec Richemont. Sika en baisse de 5,8%. Et puis l'un dans l'autre, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose. Un peu à l'image du SMI qui, lui, ne reprenait que 0,15% sur la semaine. Vous voyez qu'on ne traverse pas des marchés hyper fun pour l'instant. Mais l'UBS a pris le lead la semaine dernière. Si l'on regarde l'aspect technique des marchés maintenant, alors vous voyez le SMI qui est toujours dans sa tendance haussière. Alors ça représente assez bien ce que l'on vit en ce moment. On a toujours cette tendance qui existe depuis le 29 septembre de l'année passée. On vient faire des tests par moment.
On pourrait dire qu'on est en train de tenir un petit peu mieux parce qu'on n'est pas redescendu aussi bas sur ces niveaux-là pour l'instant. Et puis pour l'instant, on se bagarre avec nos moyennes mobiles, toujours 50 et 200. On devrait avoir un croisement de moyenne mobile qui est censé être positif ces prochains temps. Mais vous voyez que l'un dans l'autre, on reste coincé dans notre range qui est positif. Donc on va pas se plaindre. Ça monte, mais c'est lent. Donc ça veut dire aussi que ça monte, mais c'est pas super excitant. Les marchés sont bien positionnés pour la hausse, mais on sent quand même que pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à se décider à accélérer le mouvement. En même temps, c'est le marché suisse, il ne faut pas non plus être surpris. L'indice Lux 40, comme on l'appelle amicalement en ce moment, alors vous voyez que le CAC 40, lui, se bat avec cette tendance. Là, on a cette espèce de canal descendant qui passe par là. Et puis, pour l'instant, on essaie de tenir en dessus, c'est ce qu'on est en train de faire, et ça marche plutôt pas mal pour le moment, mais on n'arrive pas non plus à se dissocier et à accélérer à la hausse. Il est clair que quand on voit la pondération à l'intérieur du CAC 40 avec des titres comme LVMH, ça va être difficile de se dissocier de ça. Si le luxe ne démarre pas, on voit que le CAC 40 va avoir de la peine. On peut avoir des Total Energy d'ailleurs qui vont nous soutenir tant qu'on veut. Mais tant qu'il n'y a pas un truc qui se démarque un peu plus, ça va être difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand vous mettez Hermès et LVMH, je crois qu'on est à près de 20% de pondération sur le CAC. C'est clair que sans ces deux-là, ça va être difficile de pouvoir aller voir beaucoup plus haut. Les semaines se passent et se ressemblent globalement sur le DAX. Toujours notre fameuse résistance autour de cette zone de 16 200, 16 450. Vous voyez qu'on est dans ce range-là où vraiment on est en train de se bagarrer pour réussir à passer. Mais à chaque fois, bam, on se fait renvoyer à la case départ. Vous voyez que le DAX revient à chaque fois de nouveau en dessous des 16 000 et à chaque fois, il repart à l'assaut. Alors, est-ce qu'on va se refaire un bis repetita encore de ce qu'on a vécu ces derniers temps à surveiller? En début de semaine, la question du début de semaine sera vraiment critique sur les marchés allemands. Si on arrive à redémarrer, eh bien, on va pouvoir se dire qu'une fois de plus, on va aller tester et les plus hauts historiques sur le DAX. Aux États-Unis, ça se complique un tout petit peu. Alors, vous voyez que notre tendance de fond qu'on a sur le S&P 500, elle est quand même toujours plus ou moins là. Après, ça dépend comment est-ce qu'on veut la positionner. On pourra dire que les plus bullish d'entre nous diront qu'elle est en train de s'accélérer quand même. Mais vous voyez qu'on revient ici sur cette tendance d'accélération avec une moyenne mobile des 50 jours qui va être notre prochain challenge et qui va être vraiment quelque chose qu'on va surveiller attentivement. On ne doit pas casser cette moyenne mobile des 50 jours à la baisse sur le S&P 500. Et si vous regardez ce qui s'est passé un petit peu en fin de semaine sur le S&P, si on essaie de zoomer un petit peu, vous voyez qu'on a fait quand même un test de cette moyenne mobile là en bas, tout en bas, avant de terminer en haut, ce qui est plutôt encourageant pour l'instant. Mais franchement, on s'accroche avec les ongles à la paroi, si on devait parler en termes d'alpinisme. Et ce n'est pas simple de voir le S&P 500 repartir pour l'instant, mais on a des craintes avec la moyenne des 50 jours. Et on a raison, parce que quand on regarde sur le secteur tech, vous voyez que lui, le Nasdaq, l'empereur Nasdaq, a donc terminé sa semaine en dessous de cette zone la moyenne mobile des 50 jours. Et ça, c'est pas bon. Techniquement, c'est pas bon. C'est pas la première fois on va chercher en dessous des moyennes des 50 jours. On a déjà fait ça en mars, durant la crise des banques. Et puis, on a fait ça en tout début d'année, avant de démarrer vraiment notre rallye. Vous voyez qu'on a mis du temps, on a été chercher un bas relativement loin de la moyenne mobile des 50 jours avant de démarrer ce rallye dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc maintenant, il faudra voir si ça, on est en train simplement de faire un retest et on va pouvoir repartir chercher les plus hauts historiques, ou alors est-ce qu'on est en train de démarrer une nouvelle tendance qui pourrait nous amener relativement bas. Si on faisait vraiment tirer des traits grossiers, on pourrait aller chercher les 14 000 sur le Nasdaq, ce qui nous fait quand même à peu près 1000 points de base. Mais ce qui est bien, c'est que si on va chercher les 14 000 sur le Nasdaq, on ne prend pas non plus des risques monstrueux parce que ça reste quand même relativement supportable et qu'on reste dans cette tendance haussière. L'indice qu'il faudra surveiller ces temps, c'est bien évidemment le SOX, le Semi-Conductor Index, qui a échoué dans sa tentative d'aller chercher les plus hauts historiques, qui a cassé la moyenne mobile des 50 jours ici, et qui repart dans une tendance baissière et qui lui aussi pourrait aller chercher bien plus bas. La grande question pour savoir si on va aller là ou si on va se refaire une inversion ces prochains temps, eh bien, résidera
dans les performances de Nvidia qui devrait publier ses résultats au moins à la fin du mois d'août, le 25 août, ça fera. Et à partir de là, on y verra plus clair. On a vu quand même pas mal de questions qui se sont posées sur l'intelligence artificielle. Là, on a le graphique de Nvidia et on voit que les gens ont des doutes. Donc là aussi, moyenne mobile des 50 jours qui a cassé à la baisse. Et on a eu pas mal de corrections dans le secteur de l'intelligence artificielle parce qu'on a eu des déceptions. Déception sur Upstart, déception sur Supermicro durant la semaine. Et ces déceptions ont mis la pression sur le secteur de l'intelligence artificielle qui était un des artisans du rallye de ces derniers temps. Donc si maintenant Nvidia, qui nous a promis monts et merveilles pour ce trimestre-là, venait à décevoir ou à faire des commentaires négatifs sur l'avenir, j'ose même pas imaginer ce qui pourrait se passer sur le secteur de l'intelligence artificielle. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne pense pas que le secteur de l'intelligence artificielle est terminé, fini, rangé, plié, mais quand même, on a le sentiment que 2-3 personnes sont en train de se souvenir que ce genre de comportement qu'on a eu sur l'intelligence artificielle, eh bien on l'a déjà eu en l'an 2000. La période des chiffres trimestriels est en train de se ralentir en Suisse. Forcément, il n'y a pas non plus du monde à profusion, mais on notera quand même la semaine dernière les publications de Ascom. Ascom qui a renoué avec les chiffres noirs, on va dire, puisque ces derniers temps, Ascom avait annoncé une perte les 12 derniers mois. Donc cette fois, ils sont repassés en positif. Bénéfice de 5 millions, il n'y a pas de quoi trop les partager. Mais vous voyez que depuis le renversement de l'année passée et les mauvais chiffres, les publications d'il y a 12 mois en arrière, eh bien vous voyez que Ascom a fait un joli retour et une belle tendance qui se dessine tranquillement à la hausse. Voilà, donc c'est pas le titre le plus intéressant, mais à noter quand même que la semaine dernière, Ascom a publié de bons chiffres. Sans vous montrer les graphiques, on notera aussi que la Banque cantonale genevoise a fait des états de bonnes publications, bénéfice net qui s'inscrit à plus de 115 millions de francs suisses, en hausse de 49% par rapport à la même période sur l'année précédente au même moment. Et puis, grosso modo, la Banque cantonale de genevoise continue à tabler sur le même type de performance pour les mois à venir. Donc, que du bonheur sur le secteur des banques cantonales d'ailleurs, puisqu'on a eu aussi des très bons chiffres au niveau de la banque cantonale bernoise et au niveau de la banque cantonale bâloise. Alors de là à dire que peut-être l'affaire Crédit Suisse a fait que les gens ont commencé à se recentrer sur leur banque cantonale, canton par canton, je parle de localement, je parle pas forcément des étrangers qui sont venus massivement ouvrir des comptes à la banque cantonale de Bâle, mais on voit quand même que les résultats sont plutôt bons sur les banques cantonales. Donc on peut essayer de faire un espèce de mélange de cause à effet en se disant que probablement il y a des gens qui ont dû quitter le Crédit Suisse, voire l'UBS, pour aller se poser dans les banques cantonales pour essayer d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus stable et de moins systémique. Quoique, quand on connaît l'histoire de certaines banques cantonales, on peut se poser des questions quand même. Novartis qui affichait également une bonne performance cette semaine, ils ont eu des résultats assez positifs sur un truc qui s'appelle le Remibrutinib. Alors ils ont toujours des... Alors ça c'est un truc qui me fascine toujours. Les sociétés pharmaceutiques, ils ont ces noms pour les médicaments, c'est spectaculaire. Donc très bon résultat d'études pour le Remibrutinib, qui est un médicament contre l'urticaire chronique spontanée. Et puis dans le secteur pharmaceutique, eh bien en dehors de Novartis, il faudra quand même signaler qu'il y a eu quand même des gros mouvements cette semaine dans le secteur pharma aux États-Unis et au Danemark, puisque Eli Lilly a publié des résultats canons et des bons résultats sur leur drogue contre l'obésité, sur leurs médicaments contre l'obésité. Même chose, c'est Novo Nordisk, très bon résultat. Des médicaments à profusion, ça cartonne. Les deux boîtes ont littéralement explosé, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc à noter que pour l'instant, les cartons qui se passent dans la pharma, eh bien, ça se passe pas vraiment en Suisse, mais plutôt à l'étranger. En l'occurrence, au Danemark pour le moment. Novartis, ça fait longtemps qu'on n'avait pu regarder le chart, justement, donc vous voyez que bon, ils n'ont pas vraiment profité des histoires de médicaments contre l'obésité qu'on a eu chez Eli Lilly et Novo Nordisk, mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'on est toujours dans notre phase de consolidation. Alors, vous vous souvenez, depuis qu'on fait ce Swiss Bliss, qu'on a cette espèce de méga range qui passe par 86,49 et puis qui va aller tout en bas sur les niveaux de 74. Et bien, je crois qu'en l'occurrence, pour l'instant, Novartis a un petit peu changé son fusil d'épaule et qu'aujourd'hui, le range, eh bien, il est là, plutôt dans la zone des 86 sur le bas du range. Donc, il faut acheter dans la zone 86-85, il faut acheter et puis vendre en direction des 94 francs suisses. C'est ce qu'on peut retenir de Novartis pour l'instant, mais il ne se passe pas non plus grand-chose de très folichon sur le graphique à l'instant où je vous le parle, mis à part les rebonds spectaculaires lors des résultats l'autre jour. Je vous disais tout à l'heure que la saison des résultats touchait à sa fin. Et bien là, vous avez Zurich. Alors Zurich, c'est parfaitement l'exemple du titre le plus chiant de la planète.
Alors je rigole, la bonne nouvelle c'est que Zurich il paye un dividende et il faut s'asseoir sur le dividende et oublier et attendre que le temps passe. Mais si vous regardez, ils ont fait des résultats en ligne avec les attentes, ils ont des prévisions en ligne avec les attentes et ils ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer sur les 2 prochaines années. Donc en gros, on a un peu l'impression que mis à part encaisser le dividende sur la Zurich pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à retirer. Alors pour l'instant, le titre est dans cet immense triangle latéral. Alors on dit dans la légende de l'analyse technique, quand on a un triangle latéral comme ça, à un moment donné, quand on approche de la sortie, on a une sortie violente à la hausse ou à la baisse. Donc choisissez votre camp, mais on a l'impression qu'à un moment donné, la Zurich devrait ressortir. Alors violent, quand on voit l'état des résultats cette semaine, eh bien j'ai pas l'impression que ça va être violent, mais l'un dans l'autre par rapport à tout ce qu'on a vu ces derniers temps, je la verrais bien sortir tranquillement à la hausse, je dirais pas jusqu'à dire violemment. Quand on parle de stratégie optionnelle, souvent on dit quand on ne sait pas si ça va monter ou ça va baisser, mais on sait que ça va être violent, on peut monter ce qu'on appelle des straddles en achetant un call et un put en même temps en se disant l'un dans l'autre, vu que ça va cartonner dans un sens ou dans l'autre, je vais faire de l'argent. Et sur la Zurich, je ne suis pas sûr que la dynamique soit suffisante parce que quand on regarde le graphique, on a l'impression qu'on est en train de s'endormir profondément, même s'il faut de toute manière continuer à retenir avec la Zurich, qu'on continue à toucher un dividende plus ou moins conséquent. Et puis alors, on va terminer ce Swiss Bliss avec l'UBS, le héros de la semaine. Alors donc l'UBS a renoncé à la garantie que lui proposait l'État dans le takeover de Crédit Suisse. Comment dire, c'est chevaleresque. Donc l'UBS a donc décidé que c'était terminé, il voulait plus de soutien, que ça allait se débrouiller tout seul comme des grands. Et puis donc c'est génial parce que alors, tout le monde s'est emparé de l'affaire, y compris les politiques. On a eu droit à 2-3 conseils d'État qui sont déjà venus dire oui, nous sommes les meilleurs. Je ne citerai que la droite suisse, mais peu importe. Ils sont tous venus dire qu'ils étaient géniaux, que c'était formidable ce qu'ils avaient fait. C'était grâce à Madame Souter que c'était aussi bien passé. Maintenant que l'UBS ne veut même plus des garanties de la Confédération, que ça n'a rien coûté à la Confédération, et puis que derrière, eh bien, ce n'est que du bonheur au niveau de l'intelligence politicienne qui a été mise en place lors du takeover du Crédit Suisse. Bon, à côté de ça, ça a quand même détruit une montagne d'emplois. Ne l'oublions pas quelque part. Et puis, deuxièmement, eh bien, l'UBS a fait un coup magistral en rachetant un truc à la casse. Et puis, elle va faire évidemment beaucoup de pognon dessus. Donc, rien que le fait de montrer qu'elle n'avait plus besoin de personne, eh bien, le titre a littéralement explosé en fin de semaine et termine quasiment au plus haut depuis bien longtemps. Le chart se passe de commentaires. Voilà donc le chart qui se passe de commentaires. Je ne sais que vous dire, mais accélération massive de l'UBS qui termine quasiment de nouveau sur les bientôt sur les 21 francs suisses, qui correspond plus ou moins à la période de la crise que l'on a vécue lors du mois de mars. Donc voilà, il y en a au moins une qui s'en sort super bien dans cette histoire, c'est l'UBS. On ne peut pas forcément dire la même chose des actionnaires du Crédit Suisse. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette nouvelle semaine boursière dans le monde et en Suisse également. On voit qu'on est un peu au milieu de nulle part. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours très concentré sur les chiffres qui pourraient nous donner des indications sur l'inflation, donc qui pourraient nous donner des indications sur ce que va faire la Fed ou les banques centrales ces prochains temps. On est toujours crispé sur le fait que est-ce qu'on doit continuer dans ce rallye massif dans lequel nous sommes, ou est-ce que peut-être on se rend compte qu'on était un petit peu trop vite, un petit peu trop fort et qu'il manque un petit peu de justification. Il y a en tous les cas quelque chose qui est en train de se calmer sur le Nasdaq et sur tous les titres hypertech. On voit que ça se dégonfle gentiment, à surveiller attentivement ces prochains temps. Il y aura encore quelques résultats, mais ça va gentiment en pente douce jusqu'au 25 août avec les résultats de Nvidia. Et puis d'ici là, on en reparlera de toute façon régulièrement, tous les matins, comme d'habitude, dans le Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker ce Swiss Bliss, de profiter à mort de votre week-end. Et puis nous, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live depuis le froid germanique. Passez une très bonne journée et à lundi. Bye bye.